Salut à toi. Alors aujourd'hui, c'est un très très bon jour pour s'intéresser aux crypto-monnaies. Normalement, tu as le programme qui s'affiche et si tu connais pas, chaque dimanche, on revoit ensemble les actualités les plus chaudes de l'univers de la crypto, blockchain, NFT, métaverse. Donc si c'est pas encore fait, pense à t'abonner et comme d'habitude, pas d'introduction, on va directement droit au but. Et on commence avec Elrond. Le projet Elrond qui a partagé quelques retours sur l'écosystème Elrond NFT qui se développe plutôt bien. Il y a plusieurs plateformes qui se sont déjà créées, il y en a d'autres qui sont en développement. On peut même retrouver des collections comme les Maillard Punk qui font référence aux CryptoPunk, en tout cas ça rappelle les CryptoPunk. Il y a aussi le Elrond Ape Club qui rappelle les BASE, donc les Bored Ape Yacht Club. On va voir ce que ça va donner, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une communauté derrière qui développe des projets sous Elrond et ça fait plaisir. C'est un très bon signe. Et au-delà de ça, ils ont mis à jour leurs outils. Maintenant, sur ton application Maillard, tu peux voir les NFT que tu possèdes de manière extrêmement simple. Et ils ont également sorti leur wallet Web3. Alors là aussi, j'adore leur wallet Web3. Tu peux le télécharger directement en téléchargeant l'application, l'extension Chrome, j'y arrive. Et sur le wallet, tu peux gérer plusieurs portefeuilles en même temps. Tu peux également avoir une vue extrêmement claire et simple sur les NFT que tu possèdes. Donc voilà, moi j'adore vraiment ce projet. Elrond, ils parlent, mais ils agissent également beaucoup. Et je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. On va voir ça. Dans tous les cas, on suit le projet de très près. Ensuite, je voulais te parler voilà, d'une pépite Web 3.0 qui est selon moi sous-cotée mais qui pourrait faire très très mal en 2022. C'est la pépite Flux. En fait, j'ai découvert Flux parce que j'avais fait une vidéo sur le Web 3 et une personne en commentaire qui m'a qui m'a parlé de Flux. Et donc après j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'en fait c'était un très gros projet. C'est pour ça que je me permets de t'en parler parce que le but c'est WAGMI, hein. WAGMI, WAGMI, WAGMI. Et pour faire très simple, dans tous les cas, je pense que je referai une vidéo dédiée sur Flux, mais Flux, c'est un écosystème qui permettra aux développeurs qui permet aux développeurs de créer et d'héberger des applications décentralisées sur le Web3. Donc c'est un projet vraiment au service du Web3 qui contribue au développement de Web3. Et il se développe sur un concept qui est assez novateur. C'est pas le proof of work, c'est le proof of useful work. Donc il y a tout l'avantage du proof of work, mais avec une approche beaucoup plus respectueuse de l'environnement. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le proof of work, je t'invite à regarder la vidéo sur la blockchain où j'en parle. Et récemment, le projet Flux a annoncé un partenariat avec Nvidia qui leur permettra de passer à la vitesse supérieure. Nvidia, c'est une grosse entreprise cotée en bourse qui réalise des processeurs, des cartes, des puces graphiques pour les PC, les consoles, les jeux vidéo. Donc c'est une nouvelle très très bonne. Et ils ont fait un article sur Medium, j'ai beaucoup apprécié les paroles du fondateur, l'un des cofondateurs de Flux. Il disait en gros que chaque jour, il se réveille avec le sourire parce qu'il fait partie de la construction de quelque chose qui aura un impact positif sur le monde, le Web3. Et le Web3, c'est une nouvelle technologie passionnante qui permettra vraiment d'avoir un meilleur Internet, de donner de la force aux utilisateurs qui pourront vraiment avoir le contrôle sur leurs données privées. Et ce qui est bien, c'est que le Web3 renforce la décentralisation et on passe d'une gouvernance qui est faite par des acteurs centralisés à une gouvernance qui est faite par des acteurs décentralisés, enfin par des personnes comme nous, comme toi et moi. Et ça, c'est vraiment beau. Il a terminé aussi en disant que construire le Web3, c'est pas une compétition, c'est un effort commun pour faire progresser la technologie au profit de tous. Et c'est vraiment la vision que je partage du Web3. Après, il me disait aussi que voilà, à travers le partenariat avec Nvidia, on célèbre la passion pour le Web3, la décentralisation et cette technologie. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers le projet Flux, en fait, tout le monde peut contribuer au bon fonctionnement de l'écosystème Flux en créant des nodes. Mais il y a un petit problème, c'est que la création d'un node, elle coûte assez cher. Je crois qu'il faut à peu près 10 000 Flux pour créer un node. Mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je t'en parle très rapidement, ils avaient fait une dernière AMA,
ils avaient partagé leur roadmap pour 2022. Ils avaient également dit qu'ils prévoyaient de rendre la création de nodes beaucoup plus accessible. Et c'est bien parce qu'en créant un node, tu peux participer à l'écosystème de Flux, mais c'est également une manière d'avoir un revenu passif parce que Flux te remercie pour ta participation à l'écosystème de Flux. Et c'est aussi ça que j'aime bien, tu vois, dans le Web 3.0, c'est qu'on peut tous être acteurs à notre propre niveau et on est aussi rémunéré pour notre investissement. Et c'est la beauté du Web 3.0. Dans tous les cas, je referai une vidéo dédiée parce que ça fait vraiment partie des projets que je vais suivre de très très près cette année-là. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, parce que encore l'objectif de ce partage, c'est Wagmi. Une personne m'a parlé du projet, j'ai Dior, et je te partage aussi ce projet-là parce qu'il a l'air intéressant. Et là, maintenant, j'aimerais nuancer un peu l'enthousiasme par rapport au Web3. En fait, il y a une personne, je crois, le fondateur de Signal, donc c'est une application de messagerie, un peu comme WhatsApp. D'ailleurs, le fondateur de Signal, avant, je crois qu'il avait travaillé pour WhatsApp. Il a fait ses expériences sur le Web3 et il a partagé ses retours et ses impressions. Et il a montré que finalement, on parle beaucoup de décentralisation, mais que la décentralisation n'était pas si présente que ça. Par exemple, il a créé un NFT qui pouvait changer en fonction de la plateforme sur laquelle on la voyait. Donc ça veut dire que tu voyais, enfin le NFT que tu voyais sur OpenSea n'était pas le même que sur Rarible. Et après, le NFT qu'il a créé sur OpenSea a été banni de la plateforme. Et après avoir été banni de la plateforme, il n'apparaissait même plus sur son wallet. Ce qui est bizarre parce que normalement, ce qui est sur la blockchain reste sur la blockchain. Donc, il mettait un peu en lumière certaines faiblesses ou limites du Web3 qu'on ne peut pas forcément mettre en lumière si on n'a pas ce degré de compétences techniques. Par exemple, il parlait aussi du fait que MetaMask n'interagirait pas directement avec les blockchains, mais qu'il y aurait un intermédiaire entre. En tout cas, c'était assez intéressant parce que de manière générale, même quand on est enthousiaste sur un projet, sur un sujet, c'est toujours bien de lire des avis contraires ou des avis différents du nôtre pour nuancer notre propos et pour développer notre esprit critique, parce que dans tous les cas, tout n'est pas noir ou blanc. Dans chaque projet, dans chaque technologie, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Et parfois, quand on est trop enthousiaste sur un projet, on a tendance à être biaisé et à prendre que des informations qui confortent notre point de vue. Donc le fait d'avoir ce type de retour, c'est assez intéressant. De toute façon, tu pourras regarder, lire son article sur Twitter. Il y a également des personnes comme Vitalik qui lui ont répondu. Donc voilà. Là, on va revenir sur des très très bonnes nouvelles concernant la crypto. Il y a le fondateur d'Airbnb qui considère la crypto, qui envisage d'intégrer la crypto sur Airbnb, peut-être en paiement, peut-être en système de récompense, à voir. Mais il est bullish sur la tendance crypto, donc ça c'est un bon signe pour nous. Il y a également Samsung qui va inclure une plateforme de NFT sur sa télé. Il a également ouvert un magasin dans le métaverse sur Decentraland, donc ça contribue fortement à l'adoption massive de la crypto. Il y a aussi Vitali, donc c'est une plateforme de e-sport qui a fait un partenariat avec Tezos. Tezos, c'est aussi une blockchain que j'aime bien. Elle n'est pas forcément, on n'en parle pas beaucoup, mais j'aime bien cette blockchain. Et ce partenariat entre Vitali et Tezos est vraiment quelque chose qui pourrait changer la donne pour Vitali parce que ils ont même dit que 2022 devrait être une grosse année pour Vitali et je pense qu'ils vont vraiment faire beaucoup d'efforts pour s'investir dans le monde des cryptos, peut-être qu'ils vont créer des NFT. En tout cas, on va suivre ça de très près et ça fait extrêmement plaisir de voir cette adoption grandissante des cryptos à travers divers acteurs. Diverses entreprises. Et là, on va parler de l'usage de la crypto pour les activités criminelles. Il y a un rapport de Chainalysis qui est paru qui a montré en fait que les activités illicites reliées à la crypto ne représentaient que 0,15% du volume total des transactions en 2021. Donc, on remarque que les cryptos sont très faiblement utilisés pour des activités criminelles. Et il y a une raison importante à cela, c'est le fait que la crypto, la blockchain, la technologie de la blockchain, elle n'est pas anonyme, mais elle est pseudonyme. Donc, avec des recherches très poussées, on peut retrouver une personne. Et c'est pour ça aussi que ce serait pas très intelligent de réaliser des activités illicites
sur la blockchain. Et c'est assez drôle parce qu'on voit qu'il y a des gouvernements qui veulent parfois imposer le KYC ou réguler parce qu'ils disent qu'ils veulent lutter contre la fraude ou contre les activités illicites, alors que les chiffres montrent que les activités illicites ne représentent que 0,15%. Donc voilà. Mais par contre, il y a quelque chose aussi, parce que encore une fois, il faut nuancer les propos. Il y a une nouvelle qui est parue cette semaine où Tether a bloqué un wallet qui contenait 1 million d'USDT. Alors, un porte-parole de Tether, il a dit qu'il travaille régulièrement avec des régulateurs pour gérer des adresses, notamment pour lutter contre les activités illicites. Et cette nouvelle, on peut la voir de deux façons. Premièrement, on peut se dire que s'ils ont vu que ce wallet avait des activités louches, illicites, pourquoi pas bloquer cette adresse? Et si on se rend compte que ces Tether étaient issus d'un vol, bloquer l'adresse et les rendre à la personne qui a été volée. Mais de l'autre côté, on peut se dire que enfin, ça peut mettre des alertes parce qu'on se rend compte que finalement, quand on possède de l'USDT, notre argent ne nous appartient pas parce que on peut voir notre wallet être gelé à tout moment. Donc, tu vois, c'est double tranchant. Mais moi, je ne sais pas si je prends ça comme une nouvelle positive vis-à-vis du Tether ou comme une nouvelle négative parce que rien que le fait de se dire que sur la blockchain, dans la DeFi, notre wallet peut être gelé comme ça sans qu'on ait quelque chose à dire, c'est quelque chose qui fait un peu peur quand même. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, comme on est dans les stablecoins, il y avait aussi une news qui est parue, c'est que PayPal va sortir son stablecoin. Donc c'est bien pour l'adoption générale. Après, à toi de voir si tu aimes PayPal ou pas. Je sais que à titre personnel, PayPal, c'est pas forcément une application qui fait partie de mes applications préférées. Parfois, elle bloque des fonds, on ne sait pas pourquoi. Donc si elle compte faire la même avec les stablecoins, merci, mais non merci. En tout cas, à voir. De manière générale, c'est très positif pour l'adoption générale des cryptos. Et on va maintenant revenir sur ce qui s'est passé. On a tous vu le crash des cryptos qu'il y a eu. Il y a deux raisons, entre guillemets, par rapport à ça. La première, c'est que actuellement, c'est assez difficile au Kazakhstan et il y a l'électricité qui a été coupée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Kazakhstan, il y a beaucoup de mineurs, il y a beaucoup de personnes qui minent du Bitcoin au Kazakhstan. Donc le fait que l'électricité ait été coupée, ça a eu un impact négatif pour l'activité de minage qui aurait potentiellement pu contribuer à la baisse que le Bitcoin et que les autres crypto-monnaies ont subi cette semaine. Mais il y a une autre raison à cela qui a été mise en lumière, c'est les annonces de la Fed. Donc la Fed a dit qu'elle n'allait plus acheter des bons du Trésor pour financer les mesures de soutien, mais elle a surtout dit qu'elle pourrait augmenter ses taux directeurs, donc c'est les taux d'intérêt bancaire. Donc elle a dit qu'elle pourrait augmenter ses taux directeurs plus rapidement que prévu, ce qui rendrait les emprunts beaucoup plus chers et ça a créé la panique aussi bien sur les marchés traditionnels que sur la crypto. Donc voilà, et on va terminer avec cette nouvelle assez intéressante. Donc je vais te partager l'indice Fear and Greed qui indique le sentiment global des investisseurs face au Bitcoin et à la crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que en janvier 2021 et en janvier 2022, le prix du Bitcoin était toujours à peu près 40 000 dollars, mais on voit qu'en janvier 2021, l'indice était dans le vert à 90%, donc les gens étaient vraiment sûrs, ils étaient vraiment enthousiastes face au marché crypto, et qu'en janvier 2022, il est à 10. Donc déjà là, c'est un record historique qui n'a jamais été atteint. Enfin, la dernière fois que le Crypto Fear and Greed Index est tombé à 10, c'était en juillet 2021. Donc là, pour un même prix, en 2021, c'est l'euphorie, en 2022, c'est la peur, parce qu'on a eu un ATH, je crois l'ATH du Bitcoin, c'est 66K ou quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant. De manière générale, il faut se rappeler que la crypto, c'est un univers extrêmement risqué. Et à titre personnel, j'ai arrêté de me fier aux prédictions parce que malheureusement, on n'a pas eu le BTC à 100K, comme beaucoup de personnes le prédisaient. Et il y a aussi beaucoup de facteurs externes imprévisibles qui peuvent influer le cours des cryptos en sa faveur ou en sa défaveur. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience que si on veut évoluer dans la crypto, c'est risqué. Et je pense que si on est là uniquement pour la spéculation ou pour se faire de l'argent, ça peut être difficile à gérer.
émotionnellement parlant, mais quand on est là sur le long terme et quand on croit vraiment à la technologie derrière, à toute la révolution qui est en train de se passer avec le Web3, avec les métaverses, et qu'on est vraiment enthousiaste dans cette révolution, on n'est que bullish en fait, parce que moi je suis convaincue que sur le long terme, mais ça va exploser, ça va vraiment révolutionner le monde et ça va permettre aux gens de mieux vivre. Donc si tu partages vraiment cette philosophie, je pense que bah, les crashs comme ça te fait pas peur et que tu prends justement ces crashs comme une opportunité pour recharger. Par exemple, le GLD il est descendu jusqu'à 180 je crois, alors que la TH il est à 500 et quelques. Donc quand il y a des crashs, ce sont des bonnes zones de rechargement parce qu'on dit toujours qu'il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Donc voilà, c'était ma dernière réflexion. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Quelles sont les news qui t'ont marqué, pourquoi, comment. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne, un petit commentaire. On peut continuer la discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu souhaites travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Dans tous les cas, pense à Dior, 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 Dior. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.